Ça peut pas faire de mal. Tous les samedis sur France Inter, à partir de 18h. Pierre Cot, ministre sous la Troisième République. J'avais connu Stefan Zweig bien des années avant la guerre, à Paris, mais j'ai gardé un souvenir particulièrement frappant de nos derniers entretiens. C'était aux États-Unis, au printemps de 1941. Je me souviens en particulier d'un dimanche qu'il passa chez nous avec sa jeune femme. J'ai compris ce jour-là que la guerre, qui se déroulait alors en Europe, avait brisé leur sort de sa vie. Ça peut pas faire de mal. Et lorsque j'appris par la suite la nouvelle de son suicide, je fus certes bouleversé comme tous ceux qui l'avaient connu, mais je ne fus pas surpris. Zweig m'était apparu en effet comme un être, je ne dirais pas incapable de s'adapter au monde nouveau qui devait sortir de la guerre, mais ne désirant pas s'adapter à ce monde dont il redoutait la brutalité. Lecture proposée par Guillaume Gallienne. Ça peut pas faire de mal. Je suis né en 1881 dans un grand et puissant empire, la monarchie des Habsbourg. Mais qu'on ne la cherche pas sur la carte, elle a été rayée sans laisser de traces. J'ai grandi à Vienne, métropole vieille de 2000 ans, et j'ai dû la quitter comme un criminel. Mon œuvre littéraire, dans la langue où je l'ai écrite, a été brûlée et réduite en cendres, dans le pays même où mes livres avaient gagné l'amitié de millions de lecteurs. Aussi, je n'ai plus de place nulle part, étranger partout, hôte de passage dans le meilleur des cas. Même la patrie que mon cœur avait élue, l'Europe, est perdue pour moi depuis qu'elle se déchire et se suscite pour la seconde fois dans une guerre fratricide. Contre ma volonté, je suis devenu le témoin de la défaite la plus terrifiante de la raison et du triomphe le plus sauvage de la brutalité dans la chronique des temps. 10 mai 1933. Joseph Goebbels. Tout ce qui n'est pas allemand, jetez-le au feu. Tous les chevaux livides de l'apocalypse se sont rués dans ma vie. Révolution et famine, dévaluation et terreur, épidémie et émigration. J'ai vu croître et se propager sous mes yeux les grandes idéologies de masse, le fascisme en Italie, le national-socialisme en Allemagne, le bolchevisme en Russie et par-dessus tout, cette peste par excellence qu'est le nationalisme qui a empoisonné la fleur de notre culture européenne. J'ai dû être le témoin impuissant et sans défense de l'inimaginable régression de l'humanité à un état de barbarie qu'on croyait oublié depuis longtemps. Aujourd'hui encore, nous sommes de nouveau à un tournant, une conclusion et un nouveau début. Mais si ce témoignage permet de sauver des décombres, ne fût-ce qu'une parcelle de vérité, et de la transmettre ainsi à la génération qui nous suit, nous n'aurons pas œuvré en pure perte. Ainsi, parler aux souvenirs et donner au moins un reflet de ma vie avant qu'elle ne tombe dans l'obscurité. Ce regard lucide et sans concession est celui d'un grand écrivain de langue allemande, Stefan Zweig. Auteur de nouvelles comme 24 heures de la vie d'une femme ou encore de biographies de Balzac et Tolstoï ou de Marie-Antoinette, il aime se présenter en quelques mots, autrichien, juif, humaniste et pacifiste. Européen de cœur, il a 31 ans lorsqu'éclate la Première Guerre mondiale. Il partage alors les idées pacifistes d'un grand intellectuel français, Romain Rolland, dont l'article « Au-dessus de la mêlée » fait scandale à Paris. Dans l'entre-deux-guerres, Stefan Zweig est témoin de la grave crise économique qui ravage les pays vaincus et qui prépare l'accession au pouvoir d'un homme avide de vengeance, Adolf Hitler. Devant la montée du nazisme, l'écrivain quitte sa terre natale dès 1934 et trouve refuge en Angleterre. Suite à l'annexion de l'Autriche en 1938, il est déchu de sa nationalité. Apatride, il quitte définitivement l'Europe et s'installe en Amérique du Sud. C'est au Brésil, le 22 février 1942, que l'auteur, âgé de 61 ans, met fin à ses jours. Sa seconde femme, Lotte Altmann, l'accompagne dans la mort. La veille, il a envoyé à son éditeur le manuscrit de ses mémoires qui seront publiés en 1943 sous le titre « Le monde d'hier, souvenir d'un Européen ». Ce soir, je vous invite à parcourir ce testament politique et littéraire écrit dans la solitude de l'exil. Nous y croiserons les grandes personnalités qui furent ses amis et qui ont marqué la première moitié du XXe siècle, Verhaeren, Rodin, Freud. Ouvrons ce témoignage bouleversant, cet adieu au monde civilisé qui s'adresse aux générations futures afin d'éviter que se répètent, je cite, « les secousses volcaniques de notre terre européenne ».
extrait de la traduction de Dominique Tassel aux éditions Gallimard. Au tournant du 19e et du 20e siècle, Vienne jouit d'une réputation artistique exceptionnelle et devient la capitale du cosmopolitisme. Alors que le socialisme et les mouvements ouvriers se développent, Stefan Zweig se consacre à ses passions, l'art et la littérature. Issu de la bourgeoisie juive laïque, le jeune homme rencontre Theodor Herzl, le théoricien du sionisme, mais se désintéresse de la politique. Il publie ses premières nouvelles et fréquente les poètes de sa génération, Rilke et Hofmannsthal. À l'été 1903, il part en voyage d'études, d'abord à Berlin, puis à Bruxelles. C'est là qu'il rencontre son premier maître à penser, à qui il restera fidèle toute sa vie. Voici le portrait de ce poète belge qui a nourri nos poésies d'enfance. Notre époque vit trop de choses en trop peu de temps pour conserver une bonne mémoire, et je ne sais pas si le nom d'Émile Verhaeren représente encore quelque chose aujourd'hui. Admirez-vous les uns les autres, était son mot d'ordre à l'adresse des peuples de l'Europe. Tout l'optimisme de notre génération, cet optimisme que l'époque actuelle de notre atroce régression ne peut plus comprendre depuis longtemps, trouva chez lui sa première expression poétique, et certains de ses meilleurs poèmes témoigneront encore longtemps de l'Europe et de l'humanité dont nous rêvions alors. À dire vrai, c'était pour faire la connaissance de Verhaeren que j'étais venu à Bruxelles. Et voici qu'il était là, devant moi, souriant. Je sentis pour la première fois la fermeté de sa main nerveuse qui se refermait sur la mienne. Je saisis pour la première fois la bonté de son regard clair. Son enthousiasme était devenu chez lui une habitude sacrée. Elle jaillissait encore et toujours comme une flamme de ses lèvres. D'emblée, il se jetait en quelque sorte hors de lui-même à votre rencontre, et comme à cette première heure, ce fut un bonheur 100 et 100 fois renouvelé de le voir se lancer avec tant d'impétuosité à l'assaut d'autrui. Après le déjeuner, une seconde bonne surprise vint s'ajouter à la première. Le sculpteur Van der Stappen travaillait depuis des jours et des jours à un buste de Verhaeren. Ce jour-là, ce devait être l'ultime séance. Il avait justement besoin de quelqu'un qui pût parler avec ce modèle trop agité pendant qu'il posait. Et c'est ainsi que 2 heures durant, j'étudiais en profondeur le visage inoubliable d'Émile Verhaeren, le front haut, sillonné des plis des mauvaises années, et au-dessus, couleur de rouille, la cascade de boucles brunes, l'architecture anguleuse du visage, la peau brunâtre tannée par le vent, tendue sur le menton saillant comme un rocher. Toute la puissance de sa volonté était ramassée dans ses larges épaules de paysan, pour lesquelles la tête osseuse et nervée paraissait presque trop petite. Mais il fallait le voir marcher à grands pas pour remarquer toute sa force. Aujourd'hui, quand je regarde le buste, aucune œuvre de Van der Stappen n'est plus réussie que celle-ci, je sais à coup sûr comme il est vrai, comme il saisit parfaitement son être même. C'est l'archive d'une grandeur poétique, le monument d'une force impérissable. Pendant ces 2 heures, j'appris déjà à aimer l'homme tel que je l'ai aimé ensuite ma vie durant. Il garda son indépendance par rapport à la tentation la plus dangereuse pour un homme de caractère, la gloire, lorsque celle-ci lui vint enfin, alors qu'il était à l'apogée de sa vie. Il resta ouvert dans tous les sens du mot, un homme libre, heureux et jovial, qu'aucune vanité n'égarait, qui s'abandonnait facilement à tous les enthousiasmes. Quand on était avec lui, on sentait s'animer sa propre volonté de vivre. Il était donc là, en chair et en os devant moi, le jeune homme. Lui, le poète, tel que je l'avais voulu, tel que je l'avais rêvé. Et dès cette première heure de rencontre personnelle, ma décision était prise. Servir cet homme et son œuvre. C'était une décision téméraire car à l'époque ce chantre de l'Europe était encore peu connu en Europe et je savais par avance que la traduction de son œuvre poétique monumentale m'enlèverait 2 ou 3 ans de production personnelle. Mais en décidant de donner la totalité de mes forces, de mon temps et de ma passion au service d'une œuvre autre que la mienne, c'était à moi que je donnais le meilleur, une tâche morale. Ma recherche et mon expérimentation incertaine avaient désormais un sens. Les hôtes, Émile Verhaeren. Ouvrez, les gens, ouvrez la porte. Je frappe au seuil et à l'auvent. Ouvrez, les gens, je suis le vent qui s'habille de feuilles mortes. Entrez, monsieur, entrez, le vent. Voici pour vous la cheminée et sa niche badigeonnée. Entrez chez nous, monsieur le vent. Ouvrez, les gens, je suis la pluie. Je suis la veuve en robe grise, dont la trame s'indéfinise dans un brouillard couleur de suie. Entrez, la veuve, entrez chez nous. Entrez, la froide et la livide, les lézardes du mur humide s'ouvrent pour vous loger chez nous.
Levez, les gens, la barre en fer. Ouvrez, les gens, je suis la neige. Mon manteau blanc se désagrège sur les routes du vieil hiver. Entrez, la neige, entrez, la dame, avec vos pétales de lys, et semez-les par le taudis jusque dans l'âtre où vit la flamme. Car nous sommes les gens inquiétants qui habitons le nord des régions désertes, qui vous aimons, dites depuis quel temps, pour les peines que nous avons par vous souffertes. L'année suivante, Stefan Zweig fait une autre rencontre exceptionnelle. En 1904, après avoir soutenu sa thèse en philosophie, l'étudiant s'offre un voyage à Paris, la ville de l'éternelle jeunesse, où il se lie d'amitié avec Paul Claudel, Charles Péguy et Paul Valéry. Un jour, ces fréquentations le mènent par hasard à Meudon, dans l'atelier du plus célèbre artiste de l'époque, Auguste Rodin. C'était une salle immense qui réunissait les répliques de ses œuvres les plus importantes, mais parmi elles, allongées ou debout, des centaines de précieuses petites études de détail. Une main, un bras, une crinière de cheval, une oreille de femme, uniquement modelée dans le plâtre pour la plupart. Aujourd'hui encore, je garde le souvenir précis de bon nombre de ces esquisses qu'il travaillait uniquement pour s'exercer, et je pourrais parler pendant des heures de cette heure unique passée avec Rodin. Pour finir, le maître me conduisit devant un socle sur lequel sa dernière œuvre, le portrait d'une femme, était dissimulé sous des linges mouillés. Il détacha les linges avec ses lourdes mains de paysan sillonnées de rides et recula. Je ne pus m'empêcher de lâcher un « admirable » et rougis aussitôt de cette banalité. Il murmura, contemplant son œuvre, cette simple approbation, n'est-ce pas? Puis il eut une hésitation, juste là à l'épaule. Un instant. Il se débarrassa de sa veste d'intérieur et enfila sa blouse blanche, saisit une spatule et lissa d'un trait magistral la peau douce de la femme qui semblait respirer. Il recula de nouveau. Là aussi, murmura-t-il. Une nouvelle fois, un détail minuscule rehaussait l'effet. Puis il ne dit plus un mot. Il avançait et reculait, observait la figure dans un miroir, grommelait, émettait des sons incompréhensibles, modifiait, corrigeait. Il travaillait avec toute la passion et toute l'énergie de son corps lourd et puissant. Chaque fois qu'il avançait ou reculait brusquement, le plancher craquait, mais il ne l'entendait pas. Il ne remarquait pas derrière lui le jeune homme silencieux, le cœur dans la gorge, ravi de pouvoir observer ce maître unique en plein travail. Il m'avait complètement oublié. Pour lui, je n'étais pas là. Seule la figure, l'œuvre, était là pour lui. Et derrière, invisible, la vision de l'absolue perfection. Un quart d'heure passa, une demi-heure, je ne saurais dire combien de temps. Les grands moments sont toujours au-delà du temps. Rodin était plongé dans son travail, il s'y abîmait tant qu'un coup de tonnerre ne l'eût pas réveillé. Ses mouvements devenaient plus brusques, quasi furieux, une sorte de sauvagerie, une sorte d'ivresse l'avait saisi. Il travaillait de plus en plus vite, puis ses mains devinrent hésitantes. Il semblait avoir discerné qu'elle n'avait plus rien à faire. Il recula une fois, 2 fois, 3 fois, sans rien modifier de plus. Puis il murmura doucement quelque chose dans sa barbe, posa les linges autour de la figure avec la même tendresse qu'un châle autour des épaules d'une femme aimée. Sa stature sembla de nouveau s'alourdir. Le feu s'était éteint. Alors se produisit l'inconcevable pour moi, la leçon suprême. Il enleva sa blouse, remit sa veste d'intérieur et se retourna pour partir. Il m'avait totalement oublié durant cette heure d'extrême concentration. Il ne se rappelait plus qu'un jeune homme qu'il avait pourtant lui-même introduit dans son atelier était resté debout derrière lui, bouleversé, retenant son souffle, immobile comme ces statues. Il gagna la porte. Au moment où il voulait la fermer, il me découvrit et me fixa presque méchamment. Qui était ce jeune étranger qui s'était glissé dans son atelier ? Mais l'instant d'après, il me reconnut, retrouva la mémoire et vint à moi presque honteux. « Pardon, monsieur », commença-t-il. Mais je ne le laissai pas continuer. Je lui serrai simplement la main avec gratitude. J'aurais encore préféré la lui baiser. Durant cette heure, j'avais vu se découvrir le secret éternel de tout grand art et même de toute œuvre humaine. La concentration de toutes les forces et de tous les sens. Ce passage hors de soi, hors du monde, qui est le propre de tout artiste. J'avais appris quelque chose pour le restant de ma vie.
Ça peut pas faire de mal. Lecture proposée par Guillaume Gallienne. Meine Herren, mit 17 Jahren kam ich auf den Liebesmarkt und ich habe viel erfahren. Böses gab es viel, doch das war das Spiel, aber manches habe ich doch verargt. Schließlich bin ich ja auch ein Mensch. Gott sei Dank geht alles schnell vorüber, auch die Liebe und der Kummer sogar. Wo sind die Tränen von gestern Abend? Wo ist der Schnee vom vergangenen Jahr? Wo sind die Tränen von gestern Abend? Wo ist der Schnee vom vergangenen Jahr? Freilich geht man mit den Jahren leichter auf den Liebesmarkt und umarmt sie dort in Scharen, aber das Gefühl bleibt erstaunlich kühl, wenn man da mit allzu wenig kargt. Schließlich geht ja jeder Vorrat zu Ende. Gott sei Dank geht alles schnell vorüber, auch die Liebe und der Kummer sogar. Wo sind die Tränen von gestern Abend? Wo ist der Schnee vom vergangenen Jahr? Wo sind die Tränen von gestern Abend? Wo ist der Schnee vom vergangenen Jahr? Wo sind die Tränen von gestern Abend? Wo ist der Schnee vom vergangenen Jahr? Avançons dans le temps. 10 ans plus tard, la Première Guerre mondiale éclate. L'époque de la création laisse place au chaos. Dans ses mémoires, écrites à la veille de la Seconde Guerre mondiale, Stefan Zweig compare la situation de 1914 à celle de 1939. Retrouvons le regard lucide de l'écrivain qui tente de comprendre toute l'ambivalence des événements politiques qui ont bouleversé par 2 fois sa vie. Pour faire honneur à la vérité, je suis obligé d'avouer qu'il y avait quelque chose de grandiose, d'entraînant et même de séduisant dans cet éveil des masses, et qu'on avait du mal à s'y soustraire. Jamais des centaines de milliers d'hommes n'avaient ainsi ressenti ce qu'ils auraient mieux fait de ressentir en période de paix, la certitude d'appartenir à une communauté. Toutes les différences de caste, de langue, de classe, de religion étaient submergées en cet instant par un sentiment débordant de fraternité. Le petit employé de la poste, le secrétaire, le cordonnier avaient soudain une autre possibilité dans leur vie, une possibilité romantique. Ils pouvaient devenir des héros. Même le chagrin des mères, l'angoisse des femmes avaient honte de se manifester dans ces premières heures d'exaltation. Mais il se pourrait qu'une puissance encore plus profonde et plus mystérieuse fût à l'œuvre dans cette ivresse. Cette déferlante s'abattit sur l'humanité avec une telle violence et une telle soudaineté que, recouvrant la surface de son écume, elle tira vers le haut les pulsions primitives de la bête humaine, ses instincts obscurs et inconscients, ce que Freud, dans sa clairvoyance, appelait le dégoût de la civilisation. Le besoin impérieux de sortir du monde bourgeois des lois et de donner libre cours aux instincts sanguinaires les plus primitifs. Peut-être que ces forces obscures avaient aussi leur part dans cette ivresse sauvage, où tout se mêlait, le plaisir de se sacrifier et l'alcool, le goût de l'aventure et la pure cordialité, l'antique magie des drapeaux et des paroles patriotiques, cette ivresse de millions d'êtres, inquiétante et presque impossible à décrire avec des mots, qui, un bref instant, donna un élan furieux et presque irrésistible aux plus grands crimes de notre époque. La génération actuelle qui n'a vu éclater que la Seconde Guerre mondiale se demandera peut-être pourquoi elle n'a pas vécu cela. Pourquoi les masses ne s'enflammèrent-elles pas en 1939 comme en 1914 ? La réponse est simple.
Parce que notre monde de 1939 n'avait plus la même crédulité enfantine et naïve que celui de 1914. À Noël, on sera rentré à la maison. Voilà ce que les recrues lançaient gaiement à leur mère en août 1914. Une rapide excursion en territoire romantique, une aventure sauvage et virile. Telles étaient les couleurs de la guerre dans l'imagination de l'homme du peuple. C'est pourquoi les jeunes gens se précipitaient sous les drapeaux. C'est pourquoi ils chantaient avec allégresse dans les trains qui les menaient à l'abattoir. Et ce flot de sang rouge coulait fiévreusement dans les veines de tout l'Empire. La génération de 1939, elle, connaissait la guerre. Elle ne se faisait plus d'illusions. Elle savait que la guerre n'était pas romantique, mais barbare. Elle savait que la guerre durerait des années et des années. Elle savait qu'on ne se lançait pas à l'assaut de l'ennemi orné de feuilles de chêne et de rubans multicolores, mais qu'on traînait pendant des semaines, couverts de poux et quasi morts de soif, dans des tranchées et des cantonnements, qu'on se faisait déchiqueter et mutiler de loin sans avoir jamais vu l'adversaire en face. On connaissait d'avance par les journaux, par les films, les nouvelles techniques d'extermination diabolique. On savait que les énormes tanks broyaient les blessés au passage, et que les aéroplanes déchiquetaient femmes et enfants dans leurs lits. On savait qu'une guerre mondiale en 1939, grâce à la mécanisation sans âme, serait 1000 fois plus ignoble, bestiale et inhumaine que toutes celles qui l'avaient précédée dans l'histoire de l'humanité. Voilà ce qui faisait la différence. La guerre de 1939 avait un sens pour l'esprit. Il y allait de la liberté, il y allait de la patrie. Et c'est ainsi que les soldats prirent les armes, que les femmes laissèrent partir leurs enfants. Mais plus comme autrefois avec la conviction inébranlable que le sacrifice était inévitable. On allait au front, mais on ne rêvait plus d'être un héros. Bientôt, Stefan Zweig découvre la réalité de la guerre. Réformé, l'écrivain est nommé au service des archives militaires où il rédige et traduit les communiqués de presse. En 1915, il est envoyé sur le terrain pour y collecter les proclamations et affiches publiées sous l'occupation russe. Le voici, pourvu d'un laissez-passer officiel, parcourant les villes de province dans des trains militaires. Je vis surtout l'effroyable misère de la population civile, et dans ses yeux l'horreur de ce qu'elle avait vécu, étendue comme une ombre. Je vis la misère de la population juive des ghettos, où l'on habitait à 8, à 10 dans des pièces à ras du sol ou sous terre. Quant aux vraies horreurs de la guerre, je ne les avais pas encore rencontrées les premiers jours. Leur visage dépassa ensuite mes pires appréhensions. Comme pratiquement aucun train régulier ne circulait, je voyageais tantôt sur une plateforme d'artillerie, assis sur l'affût d'un canon, tantôt sur un de ces wagons à bestiaux où les hommes épuisés dormaient les uns sur les autres, entremêlés dans la puanteur, et tandis qu'on les menait à l'abattoir, eux-mêmes ressemblaient déjà à du bétail abattu. Mais le plus effroyable, c'étaient les trains hôpitaux que je fus obligé d'emprunter 1 ou 2 fois. Qu'ils étaient loin de ressembler aux trains sanitaires bien éclairés, blancs et bien lavés, dans lesquels les dames distinguées de la bonne société viennoise se faisaient photographier en infirmières au début de la guerre. Ce que je pus voir, c'était des wagons de marchandises pratiquement sans fenêtres, avec simplement un hublot étroit pour l'aération, éclairés par des lampes à huile chargées de suie. Des civières rudimentaires étaient alignées l'une contre l'autre, toutes occupées par des êtres gémissants, suants, d'une pâleur mortelle, qui râlaient en cherchant un peu d'air dans une odeur étouffante d'excréments et d'iodoformes. Les soldats du service de santé titubaient plutôt qu'ils ne marchaient, tant ils étaient harassés. Sous des couvertures de grosses laines depuis longtemps trempées de sang, les gens gisaient sur de la paille, et dans chacun de ces wagons se trouvaient déjà 2 ou 3 morts au milieu des moribonds râlants. Je parlais avec le médecin qui, en fait, comme il me l'avoua, était simplement dentiste dans une petite ville hongroise et n'avait plus pratiqué la chirurgie depuis des années. Il désespérait. Il avait déjà téléphoné d'avance à 7 gares pour obtenir de la morphine. Mais tout avait été utilisé, il n'avait plus non plus de boîte ni de pansement pour les 20 heures de trajet qui nous séparaient encore de l'hôpital de Budapest. Il me pria de l'aider car ces gens n'en pouvaient plus de fatigue. J'essayais, tout maladroit que j'étais, mais je pus quand même me rendre utile en filant dehors à chaque gare pour aider à porter quelques seaux d'eau, une mauvaise eau sale destinée en principe à la locomotive, mais qui à présent pouvait servir tout de même de rafraîchissement, pour au moins laver les gens et nettoyer le sol du sang qui tombait goutte à goutte. À cela s'ajoutait pour les soldats de toutes les nationalités imaginables, jetés pêle-mêle dans ce cercueil roulant, une aggravation de leurs difficultés personnelles résultant de la confusion des langues. Ni le médecin ni les infirmiers ne parlaient le ruthène ou le croate. Le seul à pouvoir fournir une aide relative était un vieux prêtre aux cheveux blancs, qui, comme le médecin désespéré de ne pas avoir de morphine, se plaignait, lui, de ne pas pouvoir faire son devoir sacré car il n'avait pas d'huile pour l'extrême onction. Il disait que de toute sa vie, il n'avait jamais administré autant de gens qu'au cours de ce dernier mois.
Et c'est de lui que j'ai entendu ces mots que je n'ai plus jamais oubliés, dits d'une voix dure et pleine de colère. J'ai 67 ans et j'en ai vu de belles, mais je n'ai jamais cru possible un tel crime de l'humanité. La guerre de 1914 m'a tout ruiné. Romain Rolland. Je résistais à l'ouragan de fureur fratricide qui pourvoyait les grands peuples de l'Occident. J'ai maintenu, en dépit de tout, la fraternité franco-allemande et, au-delà, européenne. Je fus pour cela, pendant 4 ans, le Français le plus haï en France. Encore à leur présence, beaucoup de ceux qui avaient été mes amis d'avant 1914 ne me l'ont point pardonné. Qu'il en soit ainsi, je ne pouvais agir autrement. Si c'était à recommencer, je recommencerais. 2 ans plus tard, Stefan Zweig retrouve l'un de ses amis les plus chers. En 1917, l'écrivain connaît un premier succès inattendu avec une pièce de théâtre intitulée Jérémie. L'auteur y défend ses idées pacifistes et y revendique son attachement aux anti-héros, aux vaincus, qui peupleront toute son œuvre à venir. Alors que la guerre continue, le dramaturge voit sa pièce enfin montée dans un théâtre de Zurich. À l'occasion de ce voyage en Suisse, il rend visite à son ami, l'écrivain français Romain Rolland, exilé à Genève, engagé dans l'aide humanitaire pour la Croix-Rouge. Son bureau débordait de revues, de lettres et de papiers. C'était la même cellule monacale de travail, d'une extrême simplicité, et néanmoins reliée au monde entier, qui s'édifiait autour de lui à partir de son être même, partout où il s'installait. Un instant, je ne trouvais pas de mots pour le saluer. Nous nous tendîmes simplement la main. La première main française que je pouvais de nouveau serrer depuis des années. Romain Rolland était le premier Français à qui je parlais depuis 3 ans, mais au cours de ces 3 années, nous nous étions plus rapprochés que jamais. Dans la langue étrangère, je parlais plus familièrement et plus librement qu'avec quiconque de mon pays natal. J'étais pleinement conscient qu'avec cet ami, j'avais en face de moi l'homme le plus important de cette heure historique, que c'était la conscience morale de l'Europe qui s'adressait à moi. C'est là que j'ai pu embrasser du regard tout ce qu'il faisait et avait fait dans son action grandiose au service de l'entente internationale. Nul n'était autant que lui pénétré de la responsabilité incombant à celui qui vit une période historique, et il ressentait la nécessité de rendre des comptes à la postérité. Il publiait ses articles dont chacun suscitait des remous internationaux, travaillait un nouveau roman, engageant, sacrifiant ainsi toute son existence, sans réserve ni repos, pour assumer l'immense responsabilité qu'il avait prise d'agir en toute chose de façon juste, exemplaire et humaine, au milieu de cet accès de folie de l'humanité. Rien ne pouvait l'ébranler, pas une attaque, pas une perfidie, et il jetait sur le tumulte du monde un regard lucide et sans crainte. Je contemplais ici l'autre héroïsme, l'héroïsme spirituel et moral, comme un monument dressé dans une personne vivante. J'étais bouleversé et, si je peux m'exprimer ainsi, purifié en le voyant dans cette petite chambre d'où rayonnait une force invisible dans toutes les zones du monde. Je l'ai encore ressenti jusque dans mon sang plusieurs jours après. Et je sais que la force tonique, régénératrice que Rolland créait en combattant seul ou quasi seul la haine insensée de millions d'hommes fait partie de ces impondérables qui échappent à toute mesure et à tout calcul. Nous seuls, pour avoir été les témoins de ce temps, savons ce qu'ont représenté son existence et son inébranlabilité exemplaire. Grâce à lui, l'Europe, en proie à une folie furieuse, a pu conserver sa conscience morale. Il n'exigeait de personne qu'on se soumît à ses idées. Il refusait toute obédience. Quiconque l'aimait devait rester libre de son engagement, et il ne voulait donner d'autre exemple que celui de rester libre et fidèle à ses propres convictions, fût-ce contre le monde entier. L'année suivante, l'armistice et la défaite de l'Allemagne annoncent de nouveaux jours sombres. Après les traités de Saint-Germain-en-Laye et de Versailles en 1919, l'Empire austro-hongrois est démantelé. S'ensuivent 10 ans de crise qui culminent avec le krach économique de 1929 et qui voit la montée en puissance du national-socialisme. Parallèlement, Stefan Zweig accède à une grande notoriété avec la parution d'Amok en 1922, puis la Confusion des sentiments en 1927. Installé à Salzbourg, ville non loin de la frontière allemande, l'écrivain est le témoin d'inquiétants mouvements de troupes orchestrés par un petit agitateur bavarois du nom d'Adolf Hitler. On vit surgir d'un coup dans les localités voisines de la frontière, Richelal et Berchtesgaden,
Des bandes de plus en plus importantes de jeunes gaillards en bottes à revers et chemises brunes, chacun portant sur le manche un brassard de couleur vive avec une croix gammée. Par hasard, l'occasion me fut donnée d'observer une de ces sections d'assaut, dans une des localités proches de la frontière où les sociaux-démocrates organisaient une réunion pacifique. 4 camions arrivèrent en coup de vent, chacun avec un plein chargement de jeunes nationaux socialistes armés de matraques. Leur attaque surprit par sa rapidité. À coups de sifflet, les SA sautèrent des autos en un éclair, matraquèrent tous ceux qui leur faisaient obstacle, et avant même que la police pût intervenir ou les ouvriers se regrouper, ils avaient sauté dans les voitures et filé. Je fus sidéré par leur précision technique, leur discipline paramilitaire. D'emblée, ce qui se voyait au premier coup d'œil, cette troupe était entraînée pour l'attaque, la violence et la terreur. Un beau matin, les autorités se réveillèrent et Munich était entre les mains de Hitler. Les Allemands jugeaient inimaginable qu'un homme qui n'avait même pas terminé l'école primaire et n'avait donc aucun diplôme universitaire pût approcher une position qu'avait occupée un baron von Stein ou un Bismarck. Rien n'a autant aveuglé les intellectuels allemands que cette arrogance académique qui les conduisait à tort, à ne voir dans Hitler qu'un agitateur de brasserie qui ne pourrait jamais représenter un sérieux danger. Et même en ce jour de janvier 1933 où il était devenu chancelier, l'opinion le considérait uniquement comme un intérimaire. C'est alors que le génie cynique de Hitler se manifesta pour la première fois par une technique de grand style, la technique de l'imposture sans scrupule. Cela faisait des années qu'il avait fait des promesses dans toutes les directions et s'était acquis dans tous les partis des soutiens stratégiques. L'industrie lourde se sentait délivrée par Hitler de la peur du bolchevisme. Elle voyait au pouvoir l'homme qu'elle avait secrètement financé depuis des années, et en même temps la petite bourgeoisie appauvrie, à laquelle il avait promis la baisse des taux d'intérêt, poussait des soupirs de soulagement enthousiastes. Les petits commerçants se souvenaient qu'il avait approuvé la fermeture des grands magasins, leurs concurrents les plus dangereux, promesse qui ne fut jamais tenue. Le meilleur accueil lui était réservé par les militaires, car ils vilipendaient le pacifisme, et même les juifs allemands n'étaient pas très inquiets. Ils se faisaient croire qu'un chancelier de l'Empire allemand se débarrasserait des grossièretés d'un agitateur antisémite. Puis vint l'incendie du Reichstag. Le feu s'est déclaré il y a une demi-heure. Une conspiration, un attentat. Mais je crois qu'ils ont déjà réussi à arrêter le coupable. Un Hollandais. Un membre du Parti communiste. Un communiste, bien sûr. Le fait qu'on ait déjà découvert qui était le chef de la conspiration prouve... Quelle conspiration? Tout cela n'est qu'un prétexte. Tu es très tendancieux, Herbert. Il est indéniable qu'il y a provocation, et qui ne peut venir que de gens hostiles au gouvernement. Si quelqu'un se passe bien du Parlement pour gouverner, c'est votre chancelier. Le Parlement disparut. Göring lâcha ses hordes. D'un coup, toute espèce de droit était démantelé en Allemagne. On apprit en frissonnant qu'il y avait des camps de concentration, en pleine paix, et que des cachots secrets étaient aménagés dans les casernes, où l'on supprimait des innocents sans jugement. Ça ne pouvait être qu'un accès premier de rage insensée, se disait-on. Au XXe siècle, des pareilles choses ne peuvent durer. Or, ce n'était que le début. Le monde dressa l'oreille et se refusa tout d'abord à croire l'incroyable. Mais dès ce jour-là, je vis arriver les premiers réfugiés. Ils avaient franchi de nuit les montagnes de Salzbourg ou traversé à la nage le fleuve frontière. Affamés, en loques, ils vous fixaient d'un regard égaré. En eux avait commencé la fuite panique devant l'inhumanité, qui s'étendit ensuite à la terre entière. Je ne soupçonnais pas encore que ces visages blêmes annonçaient déjà mon propre destin et que nous serions tous les victimes de la furieuse envie de pouvoir de ce seul homme. Entre 1933 et 1938, le destin de l'Europe et celui de Stefan Zweig basculent. Un mois après l'arrivée au pouvoir de Hitler, les expulsions et les déportations se multiplient. Les livres de Zweig sont brûlés sur la place publique, rejoignant ceux de Thomas Mann, Freud, Einstein et plein d'autres. En 1934, le domicile de l'écrivain fait l'objet d'une perquisition par la police. Voyant la menace se rapprocher, l'auteur décide de quitter son pays natal et se réfugie en Angleterre. Voici des pages bouleversantes où il fait d'abord ses adieux à sa ville natale, puis, 4 ans plus tard, ses adieux à sa patrie. Pendant ces 2 derniers jours passés à Vienne, c'est avec un plus jamais désespéré et muet que j'ai passé en revue chacune des rues familières, chaque église, chaque jardin,
chaque coin de la vieille ville dans laquelle j'étais né. J'ai enlacé ma vieille mère avec cette pensée secrète, c'est la dernière fois. Tout dans cette ville, dans ce pays, je l'ai ressenti avec ce sentiment de plus jamais, avec la conscience que c'était un adieu, l'adieu pour toujours. Je suis passé à Salzbourg, la ville où se trouvait la maison dans laquelle j'ai travaillé pendant 20 ans, sans même descendre à la gare. À quoi bon puisque je n'y habiterai plus jamais. À l'instant où le train franchit la frontière, je sus, à l'instar de Lot, le père archaïque de la Bible, que derrière moi tout n'était plus que poussière et cendre, passé pétrifié en sel amer. Je pensais avoir senti à l'avance ce qui pourrait arriver quand le rêve haineux de Hitler s'accomplirait et qu'il occuperait triomphalement Vienne, la ville qu'il avait rejetée quand il était jeune, pauvre et sans succès. Mais comme mon imagination, comme toute imagination humaine, se révéla timorée, mesquine, pitoyable au regard de l'inhumanité qui se déchaîna ce 13 mars 1938, le jour où l'Autriche et l'Europe avec elle tomba en proie à la violence nue. À présent, le masque était jeté. La brutalité n'avait plus besoin de s'infliger le moindre frein moral. Quelle importance avait encore la France, l'Angleterre, le monde ? Désormais, on ne se contentait plus de piller et de spolier, on laissait libre cours à tout désir de vengeance privée. Des professeurs d'université devaient récurer la rue à main nue. Des juifs pieux à barbe blanche étaient traînés au temple et forcés par de jeunes braillards à faire des génuflexions et à crier en chœur « Heil Hitler ». Dans la rue, on attrapait comme des lièvres des foules d'innocents qu'on traînait dans les chiottes des casernes de SA pour qu'ils les nettoient au balai. Tout ce qu'une imagination haineuse, sale et morbide avait conçu dans des nuits d'orgie se déchaînait au grand jour. Certes, on pillait des villes dans les guerres du Moyen-Âge, mais ce qui était nouveau, c'était le plaisir éhonté de la torture publique, du supplice des âmes, de l'humiliation raffinée. Aujourd'hui, après les nuits de la Saint-Barthélemy qui se succèdent sans interruption, après les tortures à mort quotidiennes dans les cellules des SA et derrière les barbelés, que compte encore une injustice isolée et la souffrance humaine ? En 1938, après l'Autriche, notre monde s'était habitué à l'inhumanité, au déni du droit et à la brutalité comme jamais auparavant. Alors qu'autrefois, ce qui s'est produit dans cette malheureuse ville de Vienne aurait suffi à provoquer une condamnation internationale, en 1938, la conscience mondiale resta muette et se borna à grogner légèrement avant d'oublier et de pardonner. Je suis là par hasard, mais je ne suis pas là par hasard. Juste une allée, leur liberté en ont gravé. Juste quelques arbres qui s'enracinent dans la mémoire. Juste une promenade au rendez-vous des oubliés. Ich bin da zufällig, aber ich bin nicht da zufällig. Juste une allée, métro Saint-Paul, pont Louis-Philippe. Juste une étoile, 6 branches accrochées à l'espoir. Juste mon regard, comme transparent, un peu brouillard. Ich bin du zufällig. Non, ich bin nicht du zufällig. Hannah, Hannah, tu portes le même prénom que moi. Mais l'histoire avec un grand H s'est glissée au bout de ton prénom. Hannah, Hannah, nos langages étaient comme des siamois. L'enfance court comme un seau de châle, mêler nos jeux et mêler nos voix. Popel und Popele, Mama, Mamele, die Kindheit, Kindheit. Ensemble balayés, vergessen Sie niemals, Hannah. Juste une allée où l'heure a sonné la récré. Juste une école, témoin étrange et impuissant. Juste une enfant, un cartable jaune raflé. Ich bin da zufällig, aber ich bin nicht da zufällig. Juste une
vallée, l'automne qui s'accroche à moi, juste une saison pour que tombent les feuilles du passé, juste un présent, demain tout peut recommencer. Ich bin du zufällig, non, ich bin nicht du zufällig. Hannah, Hannah, tu portes le même prénom que moi, mais l'histoire avec un grand H s'est glissée au bout de ton prénom. Hannah, Hannah, nos langages étaient comme des siamois. L'enfance courte comme un saut de chat, mêler nos jeux et mêler nos voix. Hannah, Hannah, tu portes le même prénom que moi, mais l'histoire avec un grand H s'est glissée au bout de ton prénom. Hannah, Hannah, nos langages étaient comme des siamois. L'enfance courte comme un saut de chat, mêler nos jeux et mêler nos voix. Puppe und Puppele, Mama, Mammele, die Kindheit, ensemble balayée. Vergesst kein Mul nicht, Hannah. Mêler nos voix. Guillaume Gallienne sur France Inter. Un peu de lecture, ça peut pas faire de mal. J'ai décidé, après l'invasion de notre pays par les Allemands, de quitter ma maison de Vienne et suis venu en Angleterre où je vivrai jusqu'au dernier jour ma vie de liberté. Mon nom est Sigmund Freud. C'est à Londres en 1939 que Stefan Zweig a la joie de retrouver l'un de ses compatriotes les plus éminents. Il s'agit de Sigmund Freud, exilé à l'âge de 83 ans et qui mourra 3 mois plus tard, en septembre 1939, quelques semaines après la déclaration de guerre. Au-delà du psychanalyste, l'écrivain reconnaît en lui un frère et lui rend hommage. Avec une douloureuse lucidité, l'auteur évoque aussi la communauté juive dont il partage la condition d'apatride et dont il entrevoit le sort tragique. Dans ces derniers jours, plus encore, l'occupait le problème du judaïsme et de sa tragédie actuelle. Sur ce point, l'homme de science en lui ne trouvait pas la réponse. Il avait publié peu de temps auparavant son étude sur Moïse, dans laquelle il présentait Moïse comme un non-juif, comme un Égyptien, et cette assignation avait blessé les juifs pieux autant que les nationalistes. À présent, il regrettait d'avoir publié ce livre, à l'heure la plus affreuse qui fut pour les juifs. Maintenant qu'on leur enlève tout, je leur enlève aussi le meilleur d'entre eux. Je dus lui donner raison, car au milieu de cette tragédie mondiale, ils étaient les véritables victimes, victimes partout, parce qu'ils étaient déjà égarés avant le coup qu'on leur portait, sachant partout que c'était d'abord eux que l'homme le plus haineux de tous les temps voulait humilier et pourchasser, jusqu'aux dernières extrémités du monde et sous la terre. Jamais je n'oublierai le spectacle qui s'offrit à moi un jour où j'entrais dans une agence de voyage londonienne. Elle regorgeait de réfugiés, presque tous juifs. Ils se pressaient l'un à côté de l'autre, anciens professeurs d'université, directeurs de banque, commerçants, musiciens, chacun disposé à traîner par terre et par mer les misérables ruines de son existence. Où que ce fût, quoi qu'il dût endurer, simplement quitter l'Europe, partir au loin. C'était une troupe de fantômes. Mais pour moi, le plus bouleversant était que ces 50 personnes tourmentées ne constituaient que la petite avant-garde isolée de l'immense armée des 8, peut-être 10 millions de juifs qui se préparaient déjà à partir et affluaient derrière eux, gigantesques masses terrorisées et fuyant comme une peur panique l'incendie de forêt allumé par Hitler, assiégeant les gares européennes à toutes les frontières et remplissant les prisons, tout un peuple expulsé auquel on interdisait d'être un peuple.
À présent, on les jetait pour la première fois tous ensemble. Et on les balayait dans les rues comme des ordures. On imposait aux Juifs une communauté qu'ils n'avaient plus senti être la leur depuis longtemps, la communauté de l'expulsion. Pourquoi ce destin leur était-il réservé? Quelle était la raison? Quel était le sens? Quel était le but de cette absurde persécution? On les chassait de tous les pays. Et on ne leur donnait aucun pays. On leur imputait la faute, mais on ne leur donnait pas les moyens de l'expier. Et dans leur fuite, ils se dévisageaient les yeux brûlants. Pourquoi moi? Pourquoi toi? Pourquoi nous tous? Et personne n'avait de réponse. Même Freud, le génie le plus lucide de ce temps, ne trouvait aucun sens dans ce non-sens. Le sens ultime du judaïsme est peut-être de répéter inlassablement par son existence même, dont la perpétuation est une énigme, la question de Job à Dieu, afin qu'elle ne soit pas oubliée sur la terre. En conclusion, découvrons les dernières pages de cet adieu à l'Europe. Nous sommes à Londres en août 1939. L'été est magnifique, comme il l'était en 1914. Un mois plus tard, la Seconde Guerre mondiale commence. C'est sur cette date fatale que s'achève Le Monde d'hier, un livre écrit en exil au Brésil à l'été 1941. Voici les dernières phrases que l'écrivain rédige avant de se donner la mort 6 mois plus tard. D'un seul trait de plume, le sens de toute une vie s'était transformé en un non-sens. Je continuais à écrire, à penser en allemand, mais chacune de mes pensées était du côté des pays qui avaient pris les armes pour défendre la liberté du monde. Tout lien, tout ce qui avait été, tout le passé, était déchiré et brisé. Et je savais qu'après cette guerre, tout devrait recommencer depuis le début. Car la tâche la plus intime à laquelle j'avais consacré pendant 40 ans toute ma force de conviction, l'union pacifique de l'Europe, cette tâche avait échoué. Et celui qui avait passionnément travaillé toute sa vie à l'union des hommes et des esprits se sentait inutile et seul, comme il ne l'avait jamais été dans sa vie. Je descendis une dernière fois en ville pour jeter un dernier regard à la paix. Elle reposait, tranquille, dans la lumière de midi, et ne me parut pas très différente de ce qu'elle était d'habitude. Les gens suivaient leur chemin habituel, leur manière était aussi tranquille et détendue qu'un dimanche ordinaire, et je me demandais un instant, serait-ce qu'ils ne sont pas au courant? Quelle différence avec ces journées de juillet 1914 en Autriche? Mais comme j'étais moi-même différent du jeune homme inexpérimenté d'autrefois, moi sur qui pesait le poids de ses souvenirs, je savais ce que signifiait la guerre. Et en regardant les magasins remplis et rutilants, je revis dans une vision violente ceux de 1918, vides et déserts. Comme dans un rêve éveillé, je voyais les longues files de femmes dévorées de chagrin, les blessés, les estropiés. Toute l'épouvante d'autrefois me revenait telle une cohorte de fantômes dans la lumière radieuse de midi. Je me souvenais de nos vieux soldats éreintés en loques, tels qu'ils étaient revenus du front. Mon cœur palpitant sentait toute la guerre passée dans celle qui commençait aujourd'hui et dissimulait encore au regard son caractère abominable. Et je savais qu'encore une fois, tout ce qui avait été fait se trouvait anéanti. Que l'Europe, notre patrie, la patrie pour laquelle nous avions vécu, était détruite bien au-delà de notre propre vie. Ça peut pas faire de mal. Cette émission, réalisée par Xavier Pestuggia avec à la technique Pierre Montiel, a été préparée par Estelle Gap, Fanny Leroy et Claire Tesser. À la semaine prochaine.